Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va commenter en fait le plan stratégique de Orpea, d'accord? Donc, j'ai bien mentionné ici qu'on parle essentiellement d'entreprises de qualité, mais aujourd'hui, Orpea, on ne pourra pas dire que c'est une compagnie qualitative ici. Donc, vous l'avez vu depuis la première vidéo qu'on a fait sur Orpea ici, c'est pas une entreprise qu'on pouvait payer à 100 dollars l'action, à 100 euros l'action, parce que déjà la dette était très élevée dès le départ. Donc, c'était plutôt une entreprise, voilà. Il y avait c'était plutôt une entreprise qui était drivée par l'histoire plutôt que par les chiffres, en fait. Les chiffres suivaient, mais on va y arriver tantôt tout à l'heure. Donc, ils ont publié leur plan stratégique ici. Notamment, je pense qu'il avait déjà annoncé dernièrement, comme quoi ils allaient diluer les actionnaires, etc. Donc, on vous demande, vous, les actionnaires, d'accord, de mettre la main à la poche. D'accord, je n'ai pas lu ce document-là. Il est assez long ici et je vous avoue que j'ai autre chose à faire présentement que de lire tout ça. Je vais le faire quand même, d'accord, notamment parce que je pense que on peut apprendre beaucoup de choses ici. C'est pas dans le but d'investir sur Orpea, hein. C'est juste que voilà, c'est juste à titre c'est juste pour la culture générale, d'accord? Parce que ce genre de document aura l'avantage d'être très optimiste, ok? Donc hormis le fait de diluer les actionnaires, d'annoncer qu'on va lever une nouvelle de la dette, d'annoncer qu'on va faire une cession d'actifs, voilà, on peut également voir ici qu'ils maintiennent leurs objectifs de croissance ainsi que leurs objectifs de marge dans le futur. Enfin, ils pensent qu'ils vont pouvoir maintenir leurs objectifs de marge dans le futur. Ok, ça c'est dans un monde idéal. Maintenant, je vais aller sur cet article-ci qui vient du journal Les Échos, donc Investir. Je vais le lire ici, on va le commenter et on va essayer de tirer les conclusions nécessaires ici. Ok? Donc, au grand mot, les grands remèdes. Lesté d'une dette de 9,55 milliards d'euros et exposé à un risque de liquidité dès le premier trimestre 2023, Orpea a présenté mardi un plan de restructuration drastique basé sur deux augmentations de capital d'un montant total qui pourrait atteindre 5,4 milliards d'euros, soit environ 10 fois la capitalisation boursière actuelle de l'exploitant de maisons de retraite. Donc, actuellement, ils vont lever du capital à hauteur de 5,4 milliards de dollars et ça va se faire en deux étapes, ce qui représente près de 10 fois la capitalisation boursière actuelle. OK? So, le groupe dont la capitalisation boursière a fondu 90% depuis la révélation du livre Enquête les Fossoyeurs en janvier dernier prévoit d'avoir une augmentation de capital de 3,8 milliards d'euros offerte. En fait, excusez-moi, le terme offert me dérange. Offerte aux actionnaires existants du groupe. Donc, c'est à vous qu'on va proposer le 3,8 milliards d'euros d'augmentation de capital. Ça veut juste dire qu'on va vous proposer de nouvelles actions à un certain prix. Donc, vous allez devoir mettre la main à la poche. D'accord? Hormis l'argent que vous avez déjà perdu, si vous êtes investisseur présentement de la compagnie, vous allez devoir mettre à nouveau de l'argent à la poche. Vous allez voir, ça va suivre. Ça me fait rire, en fait, le terme. Offrir, ce n'est pas une offre ici. Franchement, ce n'est pas une offre. Je ne sais pas comment on peut le déterminer ici, mais ce n'est pas une offre, c'est du vol carrément. Enfin, techniquement, l'entreprise a besoin de vous. D'accord? Je ne dirais pas que c'est du vol parce que c'est légal. Elle a besoin de vous. OK? Donc, ce n'est pas une offre qu'on a qu'elle vous fait. Elle vous tend la main, elle vous demande ici, elle vous propose, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider? C'est juste ça. OK? So, je ne sais pas si le terme offrir ici est adéquat. En tout cas, pour moi, ça sonne bizarre. Les fonds levés serviraient à rembourser une partie de la dette dans l'hypothèse où l'augmentation de capital n'était pas entièrement souscrite. Le reliquat serait proposé aux créanciers sous la forme d'une conversion de dette en capital. Donc, il y a deux phases. Premièrement, on propose aux actionnaires, on veut 3,8 milliards d'euros. Si les actionnaires dans le 3,8 milliards d'euros sont prêts uniquement à proposer, disons, 1 milliard d'euros, le 2,8 milliards restant, on va le proposer à nos créanciers en leur disant que, OK, en échange de nouvelles actions, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez baisser la dette de 2,8 milliards d'euros, d'euros. C'est à peu près comme ça que je vois les choses. C'est à peu près comme ça que ça va se présenter. OK? Donc, le capital qu'on va lever ici, ça sera uniquement pour rembourser la dette. La dette qui est le problème depuis qu'on a commencé à analyser cette compagnie-ci. Je vous ai toujours mentionné sur la première vidéo qui date de, je ne sais même pas quand est-ce qu'on a fait la première vidéo ici sur Orpea. Vous allez voir qu'on parlait de la dette. On parlait déjà de la dette et on avait analysé cette compagnie-ci en prenant en considération la dette, ça valait zéro. Et si on ne prenait pas en considération la dette, il fallait diminuer le multiple ici des bénéfices nets. Donc le multiple des PER, il fallait le mettre à 10. Enfin, 10, c'est ce que je mets généralement quand je ne prends pas en considération la dette. Et encore, je sais déjà que la raison pour laquelle je prends 10 fois les bénéfices, c'est parce que l'entreprise est très, très endettée. Maintenant, on vous demande de participer.
Vous savez que sur Orpea, il y avait également voilà, un storytelling qui était basé sur le fait que le bilan foncier augmentait, dont l'entreprise détenait ses bâtiments ici. Donc, c'était également une entreprise ici. Voilà, c'était une compagnie, comment on appelle ça? C'était SCPI, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, c'était également de l'immobilier à côté, mais sans oublier qu'elle-même, elle louait elle utilisait ses propres bâtiments ici, ce qui veut dire que si elle les vend pour rembourser la dette, d'accord, ça veut juste dire que le coût des loyers va augmenter, ce qui pourrait impacter les marges. Donc, il faut savoir comment est-ce qu'on devrait voir les choses ici. Et encore, la valeur, est-ce qu'elle va les vendre à juste prix ou bien? Ça, c'est encore un point d'interrogation. Mais c'est ça à peu près l'histoire quand on investit cette compagnie-ci. Croissance des revenus, etc., croissance des dividendes. Donc, vous voyez ici que déjà, c'est une compagnie qui ne devait même pas payer un seul franc en dividendes. Mais voilà. D'accord? Voilà la situation dans laquelle on se retrouve. Faites attention à la dette. Je vous dis, faites attention à la dette. Prenez toujours en considération la dette dans chacune de vos évaluations. Ça vous évitera de tomber dans ce genre de situation-ci. OK? Donc, on continue. Le récap, blablabla. Donc, en deuxième temps, Orpea se lancerait en quête d'argent frais pour un montant compris entre 1,9 et 2,1 milliards d'euros. Le groupe prévoit d'émettre 600 millions d'euros de nouvelles dettes garanties sur ses actifs. Ces fonds permettraient de couvrir ses besoins de financement jusqu'au début de l'été prochain, donc 2023. Donc, ça ne sera même pas suffisant pour toute l'année 2023. Donc, il y a encore beaucoup d'incertitudes dessus. Puis, encore, il faut voir si les actifs ont cette valeur-là. Puis, Orpea lancerait une deuxième augmentation de capital d'un montant compris entre 1,2 et 1,6 milliards d'euros. Donc, oh mon Dieu. Donc, ces deux phases d'augmentation de capital ici, plus une demande encore, plus une augmentation de la dette ici. Donc, si je calcule bien, ça nous donne combien? OK? Si on prend ici, on va demander 3,8 milliards aujourd'hui. D'accord? 3,8 plus une augmentation de la dette à hauteur, disons, prenons le scénario ici optimiste de 2,1 milliards, plus une augmentation de la dette de 2,1 milliards, plus encore une fois une augmentation du nombre, une dilution supplémentaire. Donc, on va encore vous demander de mettre la main à la poche pour 1,6 milliard d'euros. Ça veut dire qu'elle va lever au total 7,5 milliards. Et ce 7,5 ici va servir à quoi? Totalement diminuer la dette. Donc, ça va servir uniquement au repaiement de la dette. Et dans tout ça, il va uniquement vendre pour des bâtiments pour une hauteur, pour combien? C'est la question à laquelle moi, c'est la question que je me pose présentement ici. Au niveau des bâtiments qu'elle a présentement, qu'est-ce qu'elle va faire avec? Est-ce qu'elle prévoit vendre? D'accord? C'est ce que je me demande. Donc, ici, elle serait d'abord proposée aux créanciers et aux actionnaires ayant participé à la première augmentation de capital. Donc, on vous disait que si vous participez à la première augmentation de capital, vous avez le droit de participer à la deuxième. Donc, on vous fait encore une faveur. Oh là là, c'est pas possible ça. Puis à des investisseurs tiers. Je dis même $0, je ne mets même pas sur cette compagnie-ci. Franchement, là, si vous croyez en cette compagnie, excusez-moi, laissez que la cendre retombe. OK? Franchement, laissez-la augmenter son capital comme elle veut et allez-y regarder la compagnie plus tard. Donc, je vais peut-être dire aux environs de 2024 par là. Donc, si c'est une compagnie qui vous intéresse, parce qu'il faut dire une chose, hein, le business principal même, je ne dirais, il ne va pas disparaître. Les marges seront peut-être réduites, on sera peut-être vers des marges à la coréen ici, mais il ne va pas disparaître. Il y a des perspectives d'avenir ici pour ce business-là, mais au niveau de la structure financière de la compagnie, actuellement, il faut qu'on arrange les choses. OK? Il faut déjà faire le ménage. Donc, si vous êtes actionnaire sur PA présentement, est-ce qu'on doit participer? Moi, je vous dirais une entreprise qui m'a déçu une fois. Je détiens encore ces actions. Elle me demande de mettre la main à la poche. Je dis non. Pour moi, personnellement, les actions que j'ai sont déjà perdues. D'accord? Si elles sont perdues ici, je ne mettrai pas la main à la poche de manière supplémentaire. Non, je mettrai uniquement la main à la poche quand je verrai que la situation s'est améliorée. D'accord? Donc, je ne vais pas mettre la main à la poche parce que je vais vous aider à arranger la situation. Non, 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 non. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas l'investissement ici. Ça, on est clairement dans le domaine ici. Voilà. Comment on appelle ça? Comment on appelle encore ça? J'oublie le terme ici. Donc, c'est vraiment la charité. Franchement, là, si je donne mon argent à cette compagnie pour la levée de fonds ici, c'est vraiment de la charité. Donc, c'est un argent que je suis encore prêt à payer totalement. OK? Donc,
Ici, on continue plus à des investisseurs. Les caractéristiques de cette opération ne sont pas encore déterminées. La réalisation des augmentations de capital est envisagée pour le mois de juin 2023. Donc, juin 2023. Donc, entre-temps, l'augmentation du capital va dépendre également du prix de l'action. Entre-temps, je pense qu'on est aux alentours des 7 euros par là. Je ne sais pas à combien on va se retrouver en juin 2023. À la fin du processus de restructuration, sous réserve des conditions suspensives habituelles, a indiqué Orpea dans un communiqué. Avant cela, le groupe prévoit de rencontrer ses créanciers non garantis dans le cadre du processus de conciliation le ou aux alentours du 1er décembre. Donc, soit le 1er, soit aux alentours du 1er décembre. Et ce n'est même pas certain qu'ils acceptent. OK? Donc, il y a encore un risque par rapport à ça. Orpea s'attend à recevoir des offres fermes pour la nouvelle dette garantie sur des actifs d'ici mi-janvier 2023 avec un objectif de financement au cours du mois de février 2023. Donc, oui, les prêts garantis par les actifs, c'est qui est sûr, il y aura des gens qui vont proposer quelque chose dessus. Mais voilà, les prêts non garantis, excusez-moi, si Orpea ne met pas quelque chose sur la table, je ne pense pas qu'elle va avoir énormément de personnes. Il n'y a pas énormément de personnes qui vont se bousculer à la porte. Donc, en rajoutant que des offres fermes pour le processus de levée de capitaux propres seraient également demandées pour mi-janvier. OK. Donc, avec ce plan, Orpea espère s'assurer les liquidités nécessaires pour poursuivre son activité à court terme et se doter d'actionnaires de long terme prêts à soutenir le redressement de l'entreprise. Ah ouais, sans blague. En tout cas, personnellement, si vous voulez mon avis ici sur Orpea, non, on n'est pas là pour faire la charité aux entreprises. Hein. D'accord? Donc, actionnaire de long terme, oui, je suis bien actionnaire de long terme, mais je préfère être actionnaire de long terme sur des belles boîtes ici, qui ne sont pas dans des... qui ne rencontrent pas les mêmes problèmes que Orpea aujourd'hui. Parce que, comme je l'ai dit, la structure financière de cette entreprise est en difficulté. Si vous voulez investir à long terme cette compagnie-ci, si vous voulez investir à long terme, attendez que tout ça s'arrange. Attendez qu'ils lèvent les fonds et tout le reste, voilà, que tout ça retombe avant d'y investir. À cet égard, Orpea s'attend à ce que, à l'issue de ces opérations, au moins 20% de son capital social soit détenu par des investisseurs institutionnels français à long terme. Donc, les institutionnels ici, donc les banques, etc., faut leur laisser faire, faut les laisser faire ce que, voilà. Laissez-les aller acheter ces actions-là, ok? Mais vous, l'investisseur, voilà, privé, donc pas privé, mais l'investisseur individuel ici, franchement, regarde ailleurs. Ne guette même pas Orpea. À distance, oui, mais sûrement pas pour faire de l'argent dessus. Évidemment, l'action pourrait monter, etc. Mais franchement, est-ce que ton argent sera à risque par rapport à tout ce qui se passe présentement? Donc, vaut mieux aller regarder ailleurs. Il y a des dossiers ici qui vous proposent ici de meilleures des meilleures opportunités d'investissement, d'accord? Tout en étant serein la nuit, OK? So, revers de la médaille, ce plan va coûter cher aux actionnaires existants s'ils ne remettent pas au pot. Donc ça va vous coûter cher si vous ne remettez pas au pot. Donc c'est-à-dire qu'on est en train de vous tordre le bras en même temps que si tu ne mets pas quelque chose, ça va être compliqué pour toi. Le groupe a ainsi reconnu que la mise en œuvre de ces opérations entraînerait une dilution massive pour les actionnaires existants qui décideraient de ne pas y participer. Donc on vous menace. On vous menace. Si tu décides de ne pas y participer, bah, tu vas être dilué massivement. Ah, bah, techniquement, voilà, c'est pas en participant que je vais gagner quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que ça sonne un peu dans ma tête comme... Enfin, ça sonne comme des menaces, en fait. C'est drôle. Je sais pas comment est-ce qu'on arrive à écrire ça, ou bien je comprends autre chose, mais pour moi, ça sonne comme des menaces. Donc, si tu ne mets pas la main à la poche, voilà, ça sera pire que ça pour toi. Excusez-moi, mais je ne sais pas combien toi tu as investi sur Orpea. D'accord? Parce que déjà, c'est pas une entreprise qui devrait même intéresser qui que ce soit depuis le mois de janvier 2020, depuis 2021, parce que le prix était très, très élevé. D'accord? On va y revenir au niveau de l'évaluation. Un scénario qui a incité l'un de ses principaux actionnaires, Mirova, la filiale ESG de Natixi IM, à céder un peu moins de 4% du capital à la fin du mois d'octobre. Surtout que le groupe se trouve dans le collimateur des actionnaires activistes Matt Imo, Bone et Nextone qui détiennent à eux deux plus de 5% de capital. Ce concert, baptisé Concert O, a estimé la semaine dernière que le seul objectif d'Orpea était de faire supporter aux actionnaires et aux créanciers non sécurisés de la société une dépréciation massive de leurs actifs. Et en parlant de cet actionnaire, je pense qu'on avait parlé de ça sur la dernière vidéo, Orpea leur a répondu allez sur le site web de l'entreprise, vous allez voir qu'ils ont répondu à ces deux-ci. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit dessus, je n'ai pas lu ça, d'accord, mais voilà, ça serait intéressant d'aller voir à peu près ce qu'ils ont dit. Peut-être qu'on ferait une autre vidéo par rapport à ça, mais quand j'aurai lu à peu près toutes ces informations-là, d'accord? So,
s'il y a quelque chose à redire en supplément, parce que parfois j'ai du mal à parler de ce genre de compagnie ici, mais ça nous permet d'apprendre énormément. Ok, je pense qu'on apprend plus des entreprises sur lesquelles on a perdu de l'argent plutôt que des entreprises sur lesquelles on gagne de l'argent. D'accord, la leçon est plus, voilà, elle a plus de pouvoir quand on a perdu de l'argent. On est prompt à écouter, d'accord, parce que quand on gagne de l'argent, voilà, on se dit généralement qu'on verse dans le laxisme, d'accord. Enfin, c'est pas peut-être le terme ici, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on est plus attentif à ce qui était déjà existant quand on prenait position. D'accord. Donc, c'est-à-dire que sur cette compagnie-ci, quand on prenait position, la dette était déjà là. La dette était là. Les ratios étaient très élevés. Même s'il y avait une certaine croissance, ça ne justifiait pas ce prix-là. Oui, le livre est sorti, mais beaucoup dans ce qui a été mentionné dans le livre en question, que je n'ai jamais lu d'ailleurs, il aurait été difficile de le voir dans les rapports financiers. D'accord. Donc, ça, c'est généralement l'inconnu. D'accord. C'est pour ça qu'on se garde généralement une marge de sécurité. Parce qu'il y a des choses qui peuvent arriver qu'on ne peut juste pas prévoir. OK. Il est déjà difficile de prévoir au niveau des chiffres, mais au niveau du comportement, du fait que l'entreprise maltraite ses propres clients, c'est un peu difficile à prévoir, même s'il y avait des informations déjà par rapport à cette situation-là. Mais c'est un peu comme dans le cas de Téléperformance. Vous allez vous dire, mais techniquement, ouais, mais je ne dis pas que Téléperformance sur PA, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas vraiment la même chose. Non, mais je prends l'exemple ici parce que c'est plus récent. Donc, vous allez vous dire que, ouais, mais le personnel, ils sont payés à leur juste valeur. Ça dépend également des conditions du travail dans ce pays-là. Et donc, on va se dire que, bah, c'est normal, il n'y a pas de souci, ça pourra s'arranger. D'accord. Mais on ne savait pas que ça allait être d'une telle envergure. Et encore, est-ce que le livre en lui-même n'a pas eu un impact très négatif sur cette compagnie-ci? Peut-être que c'est une situation qui peut être arrangée. Parce que je pense que c'est une situation qui sera arrangée. C'est gérable. Mais ça a mis en lumière la dette de l'entreprise ici. D'accord. Ça a permis aux actionnaires de se recentrer sur l'essentiel, le niveau d'endettement de cette entreprise. Et ça, c'était déjà visible bien avant. D'accord. Donc, donc, d'un point de vue opérationnel, le groupe peut tourner la page d'un développement immobilier non maîtrisé et excessif qui explique en grande partie la situation actuelle du groupe. Donc, c'est à cause de ce développement immobilier non maîtrisé et excessif qu'on se retrouve dans une situation actuelle. Et encore une fois, on accuse la dette. Ce qui revient encore ici, c'est la dette, la dette, la dette. L'importance de la dette quand vous voulez faire l'évaluation d'une compagnie. La dette est importante, les amis. Ne vous fiez pas uniquement au PER, etc. Prenez en considération ce PER-là avec la dette. C'est pour ça que parfois, quand on fait l'évaluation d'une compagnie, si vous allez vous rendre compte que oui, j'ai tendance à être dur avec les entreprises, mais c'est parce qu'à la fin de la journée, je préfère prendre en considération la dette et me dire qu'OK, là, j'ai pris ça, avec ces chiffres-ci, voilà combien est-ce que je pourrais payer pour cette entreprise. Et je pourrais me tromper, et je préfère me tromper. D'accord. Mais je préfère me tromper en ne mettant pas de l'argent plutôt que de me tromper après avoir mis de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Selon l'actuelle situation du groupe, selon le directeur général, Monsieur Guillot, arrivé en juillet dernier. Concrètement, Orpea a identifié un portefeuille d'actifs immobiliers estimé à plus d'1 milliard d'euros prêts à être cédé dès que les conditions de marché le permettront, Ça ne veut pas dire que ça veut peut-être dire que les conditions actuelles sont un tout petit peu compliquées. D'accord. À moyen terme, Orpea prévoit la création d'une foncière dédiée dont le groupe resterait l'actionnaire principal et l'opérateur. Cette structure permettrait d'ouvrir le capital à des investisseurs de long terme. Donc, c'est-à-dire que ici, on va peut-être faire un spin-off de l'entreprise. Donc, c'est un projet. Donc, un spin-off de l'immobilier. Donc, ça dit que l'entreprise, ce qu'elle va faire, elle va mettre dans un package ici, elle va créer une autre entreprise ici de côté, qu'elle va peut-être faire coter en bourse ici, mais qui détient uniquement l'immobilier de Orpea. Donc, ça dit que Orpea va payer un loyer chaque mois à cette entité-là. Donc, je pense que c'est à peu près ça que je vois. C'est ce que je comprends présentement. Donc, cette structure permettrait d'ouvrir le capital à des investisseurs long terme. C'est une bonne idée. Ça permet de lever du capital ici. C'est une bonne idée. Au cas où on ne trouve pas preneur pour nos actifs immobiliers. Donc, maintenant, retour à la croissance et des résultats. Preuve qu'Orpea croit en son avenir. Le groupe a également dévoilé ses objectifs pour les 3 prochaines années. Il table sur une croissance moyenne de son chiffre d'affaires de 9% par an en 2022-2025 à 6,1 milliards d'euros à la fin de la période. C'est bien le chiffre d'affaires, mais en réalité, je m'en fous un peu du chiffre d'affaires. Dans le sens, ce qui m'intéresse, c'est surtout voir qu'on a une stabilité au niveau des marges. Mon point, c'est que le chiffre d'affaires soit à peu près stable. Oui, on aurait une croissance ici, mais la croissance sera due à quoi? C'est la question que moi, je me pose quand je vois ça. Donc, à peu près ça ici. Voilà leur petit tableau qu'ils ont fait ici. Rappelez que ce sont des prévisions. Ce qui me touche directement quand je regarde ça, c'est que les marges vont diminuer à court terme. 2022, 2023. Et ça, on parle des marges EBITDA. D'accord. Donc, celui qui prend en compte les loyers et celui qui ne prend pas en compte les loyers ici, on parle d'EBITDA ici, vous voyez qu'on quitte de 16% à 8%.
Et on vous dit qu'on va remonter graduellement en 2020, en 2025. Ce qui veut dire qu'en 2025, quand on va arriver à 12%, d'accord, on ne sera même pas à ce qu'on a connu en 2021. Donc, il y aura une pression au niveau des marges. C'est ce que moi, je comprends. Mais maintenant, ce n'est pas avec l'EBITDA que moi, on me rémunère. C'est avec le bénéfice net par action ou bien qui va se traduire par des free cash flow équivalents. Maintenant, quel sera l'impact au niveau des bénéfices nets ou bien des free cash flow? C'est la question que moi, je me pose présentement. Est-ce que vous me donnez des réponses par rapport à cette question-là? Non. Donc, on me parle des revenus d'EBITDA ici, on ne me parle pas des marges nettes ou bien des free cash flow. Donc, ça, déjà, je sens que c'est une information où on n'a pas assez. Ça veut dire qu'on va peut-être perdre de l'argent à long terme ou à moyen terme. D'accord? Donc, on continue ici, on continue. Donc ici, alors, 6 points de mémoire. Donc le groupe vise également une progression de sa marge EBITDA, d'accord, avant les loyers de 340 points, donc 3,4% ici, de base au total sur la période. Donc à 20,4% d'EBITDA, devrait progresser à 16% par an en moyenne pour atteindre 1,25 milliard d'euros. C'est que beaucoup de blabla. Beaucoup de blabla. Donc, tout ce que vous devez comprendre, c'est que voilà, les marges vont diminuer, le revenu va augmenter. C'est tout. C'est ce qui revient ici. La marge EBITDA excédent but d'exploitation hors norme IFRS 16 est attendue à 12%. Ici, c'est la même chose. Ça va diminuer. D'accord? Donc, le groupe vise enfin une progression moyenne du nombre de ces établissements à 4% pour atteindre 1173 sites et d'un nombre de lits équivalent à une croissance de 3,3% en moyenne à 96 000 lits, à peu près 96 800 lits à peu près en 2025. Si cet objectif peut sembler paradoxal en pleine restructuration, il s'explique en grande partie par la conclusion de projets en cours de réalisation. Donc en fait, ça ne sera pas de nouveaux projets, donc on va juste conclure les projets qu'on avait déjà lancés précédemment. OK, donc on va juste les boucler. C'est juste par rapport à ça qu'on aura cette croissance-là. Donc en bourse, le titre Orpea a perdu de 3% ici à 13h40, justifiant la baisse du titre. Ça, c'est parce que ça a diminué. Orpea a indiqué que les perquisitions étaient... Donc, justifiant la baisse du titre en début d'après-midi, Orpea a indiqué que des perquisitions étaient menées dans certains de ces établissements et qu'ils collaboraient entièrement avec la justice. Donc maintenant, la justice s'en mêle, etc. Donc vous voyez qu'à court terme, moyen terme, il y a beaucoup de nuages gris à l'horizon. Excusez-moi, mais... je comprends que le Orpea ici peut être quelque chose d'intéressant à jouer dans le sens où oui, c'est une entreprise qui cotait à 100 $ à l'époque. Sans doute ici, on pourrait revenir. Si on revient ne serait-ce qu'à la moitié de ce montant-là, voilà ce qu'on pourrait gagner. C'est pas comme ça que vous devez réfléchir. Orpea peut ne plus jamais atteindre ces niveaux-ci. Ou bien mettre au moins une quarantaine, une cinquantaine ou une dizaine d'années avant de revenir à ces niveaux-ci. D'accord? Donc, il faut faire très, 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 très attention par rapport à ça. OK? Moi, je dis ceci. Sur le dossier Orpea, si on revient, parce que je ne vais même pas revenir en termes d'évaluation ici, ça va être simple. Hein. L'évaluation ici, pour moi, Orpea, je dirais, ça va être très difficile. Ça va vraiment être chaud. OK? Moi, j'observe plus ça ici en termes de cas d'école pour voir à peu près qu'est-ce qui était disponible ici que j'aurais pu voir. Premièrement, c'était une histoire ici, c'était une entreprise ici qui était basée sur une histoire. D'accord? L'histoire ici était basée sur le fait que, voilà, la population est vieillissante, etc. On a besoin des EHPAD, etc. Et que, voilà, en même temps qu'on fait des EHPAD et on a également de l'immobilier à côté. Donc, c'est deux entreprises en une. Ça, c'était l'histoire. Donc, pendant de nombreuses années, on a vu ça. Magnifique croissance des revenus pendant plusieurs années. En termes de croissance ici moyenne, vous voyez qu'on est aux alentours de 10% en moyenne. C'est tout à fait beau. C'est très, très mignon tout ça. D'accord? Maintenant, marge brute ici. Les marges brutes ici, on voit ici que les marges brutes sont à peu près stables. OK. Est-ce que les marges... Bon, on a quand même un gros trou d'air ici. Est-ce que les marges EBIT étaient à peu près stables? On a des marges opérationnelles stables, donc c'est-à-dire qu'elles étaient de plus en plus efficientes. Même si les marges brutes diminuaient, on avait une efficience au niveau des marges opérationnelles ici. Donc c'est toujours à prendre. Tout ça doit être pris en compte, d'accord? Maintenant, est-ce que les marges nettes étaient à peu près stables? On a des marges nettes qui étaient également à peu près stables aux alentours de 6,7% ici ou bien 6,5%. Si on regarde sur les 10 dernières années ici, d'accord, en termes de marge nette ici, on était aux alentours de 6,6% par là sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, 5%, mais vous voyez que ça diminue de plus en plus. Mais quoi qu'il y ait un impact ici avec ça, donc si on enlève cette partie-ci, on est aux alentours ici de, voilà, donc 6% par là. Donc je vais juste mettre ici les marges nettes avant 2021, d'accord, avant 2022, je prends toute la période ici. Donc vous remarquez que en 2021, on a eu des marges d'1% ici, donc je pense que c'était vers la fin, le Covid étant passé par là, etc. Mais on avait des marges ici en moyenne jusqu'en 2013, hein, en moyenne à peu près de 6,83. Mais depuis 2014, ce n'était plus ça, en fait. Il commençait à avoir beaucoup de zigzags. OK? Si on prend les 10 dernières années ici, on est plutôt descendu à 6% par là. OK? Quand vous prenez en considération, vu qu'on a des marges nettes, c'est-à-dire qu'on peut avoir des free cash flow, n'est-ce pas? Donc, quand je prends les free cash flow ici et les net income, je les mets côte à côte,
qu'est-ce que j'obtiens? Je vois ici que pendant plusieurs années où on avait des... Donc, je vais mettre ici on va les mettre comme ça. Voilà. Pendant plusieurs années où on avait des free cash flow, des net income positifs, donc la ligne en bleu ici, on avait des free cash flow négatifs. Sans doute, on avait une période d'investissement ici massif. Il n'y a pas de souci. À partir de 2011 ici, on a commencé à avoir des free cash flow positifs qui étaient de plus en plus, voilà, équivalents ici au net income. C'est bien. Donc, elle gagnait de l'argent réellement. Mais n'oubliez pas que les free cash flow, c'est avant le repaiement ici des dividendes. D'accord, le dividende ici, c'était aux alentours de 75-80 millions d'euros ici. Mais ça, c'est également, il faut prendre en considération que le niveau d'endettement également avait augmenté. Quand vous prenez la dette nette ici durant toute cette période de croissance, là, vous constatez quoi? Exponentielle. Croissance exponentielle. D'accord? Donc, si on prend juste ça ici, vous voyez, la croissance était exponentielle en termes de dette, hein, exponentielle. Bon, vous savez qu'on prend également souvent le ratio dette net sur EBITDA ici pour essayer de voir ici à peu près où est-ce qu'on s'en va, est-ce que le niveau d'endettement est parfaitement géré ici. Donc, je prends dette net sur EBITDA ici sur les dernières années. On recherche vraiment quelque chose qui se trouve en dessous de 5 fois les EBITDA. On a quoi ici? 11 fois les EBITDA. Oui, vous allez me dire qu'il y a de l'immobilier derrière. Ok, s'il y a de l'immobilier derrière, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais dans l'immobilier, ici, il y a aussi également des investissements qui doivent être faits. Donc, je prendrai peut-être la dette nette ici, sur EBITDA, moins le capital expenditure, par exemple. D'accord? Et vous remarquez quoi? On a quelque chose d'aberrant. 17 fois les EBITDA ici. Bon, ça, c'est sur les 12 derniers mois. Je vais prendre ici en yearly. On a quoi? 20 fois. Non, la dette était trop élevée. Trop élevée. Si vous prenez même la dette, le ratio dette sur free cash flow, vous allez voir ici que la dette était, voilà, avec les free cash flow, il allait, si vous prenez la dette ici, on avait à peu près 11 milliards. Les free cash flow ici de cette entreprise ici étaient aux alentours de 200, voilà, 280 millions par là. OK? Donc, si on prend 11 milliards, d'accord, divisé par 280 millions, ça donne quoi? 39 ans pour repayer la dette uniquement avec les free cash flow s'il n'y a pas d'augmentation des revenus ou des marges. OK? En même temps, prenant en considération le fait que oui, on a de l'immobilier, les actifs tangibles nets par action, ça donnait quoi? Tangible book value ici, per share, ça donnait quoi ici? Rien. Négatif. Négatif. Maintenant, est-ce que si on prend en considération ici, on peut encore prendre quoi ici? J'ai pris la dette nette, pendant ce temps, on payait également le dividende. Donc, le narratif ici pour cette entreprise, c'était ceci. On avait un dividende ici par action élevé, enfin croissant, année après année, avant 2022. On avait un earning per share ici qui couvrait littéralement le dividende ici, d'accord? Donc, on avait les moyens de payer ce dividende-là. Mais en même temps, on a les moyens de payer le dividende, mais on ne rapporte pas d'argent du tout parce que les free cash flow étaient négatifs pendant une longue période de temps, ce qui nous a peut-être poussé à prendre énormément de dettes entre-temps et d'augmenter le nombre d'actions également entre-temps. Donc, ce dossier-ci sentait déjà mauvais dès le début. D'accord? Et vous pouvez déjà voir ici que la dette, le 75 millions qu'on jetait par le Fenech ici n'était pas nécessaire. Il fallait absolument qu'on garde cet argent-là pour repayer la dette. OK? So, en termes d'évaluation ici aujourd'hui, on ne va pas faire l'évaluation de cette compagnie ici. Moi, je vous dirais techniquement, laissez tout, parce qu'on va augmenter le nombre d'actions. D'accord? Ce qui va pousser à une dilution. On ne sait même pas que la dilution sera à combien, le nombre d'actions, le prix de la dilution, ça sera combien? Est-ce que ça sera 5 euros, 2 euros, 1 euro? Je ne sais pas. Beaucoup de choses peuvent se passer ici. Donc, moi, je vous dirais pour ceux qui sont sur Orpea présentement, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas encore vendu. OK? Si vous avez maintenant espoir que voilà, au point où j'en suis, vaut mieux rester tranquille. Bah, moi, je vous dirais, prenez ça comme un cas d'école, hein, un cas d'étude. Hein, prenez ça comme de la formation. D'accord? Ça vous a peut-être coûté très cher. Mais voilà, ça vous permet ici de ne pas faire la même erreur dans le futur. Donc, continuez à suivre le dossier ici pour voir à peu près ce qu'on dit. OK? So, tout ce que moi je retiens ici, c'est on va diluer les actionnaires et ce n'est pas une faveur. D'accord? On n'est pas en train de vous faire une faveur présentement. Donc, en vous disant que oui, on va vous offrir et que si vous ne participez pas, ça va être pire pour vous. Et sinon, si vous ne participez pas à la première ronde ici, à la seconde ronde ici, voilà, vous n'aurez pas le droit de le faire. Donc, ce n'est pas un privilège pour vous de participer à la levée de capital ici. Non, pas du tout. L'entreprise a été très mal gérée. Maintenant, elle a besoin de votre argent. Donc, elle est à genoux présentement. Est-ce que vous voulez continuer à mettre de l'argent, mettre une pièce dans la machine pour continuer? Point d'interrogation. Moi, je vous dirais, on va attendre, on reste à l'écart. Donc, je vais lire à peu près le document ici. C'est juste la culture générale ici. D'accord? Donc, je vais le faire. Peut-être s'il y a quelque chose à redire, je pourrais le dire ici. Mais sinon, voilà, c'est à peu près ce que je peux dire ici sur Orpea. Hein. Donc, moi, je vous dirais, pour ceux qui sont intéressés par cette compagnie, pardon, s'il vous plaît, allez regarder Stellantis, par exemple. C'est encore mieux. OK? Ou bien, voilà, allez mettre tout votre argent dans, je sais pas moi, dans Air Liquide, si vous avez tellement d'argent que vous ne savez pas quoi faire avec. D'accord? So, mais Orpea, pardon. Laissez ça aux traders ou bien aux gens qui ont une vision à court terme ici. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal par rapport à ça. Mais si vous êtes un investisseur long terme, un bon père de famille, franchement,
Je pense pas que votre femme ou bien votre compagne ou bien vos enfants seront heureux de comprendre, d'entendre que vous avez investi, vous avez remis une pièce sur Orpea en date d'aujourd'hui. Et je ne suis pas en train de dire que ça ne pourrait pas bien se passer, hein, mais franchement, n'ayez aucun regret de ne rien mettre sur cette compagnie en date d'aujourd'hui. Aucun. D'accord? Même si l'action se retrouve à 20 dollars demain, c'est pas grave. Parce que ça aurait pu être pire que ça pourrait être pire que ça. OK? Il y a beaucoup d'incertitudes ici à l'horizon. Moi, je vous dirais, il y a beaucoup d'incertitudes ici à l'horizon. Donc, ça sera mon mot de la fin ici. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ça fait toujours plaisir ici d'avoir un like, un abonnement. C'est toujours bien, d'accord? Pour m'encourager, un commentaire. Je ne demande pas souvent ça ici. Et n'oubliez pas, la watch, vous allez retrouver également dans la description de la vidéo la newsletter. Donc, la newsletter ici, je parle à peu près, vous aurez des années de certaines entreprises, mais uniquement des entreprises généralement américaines, très peu d'entreprises européennes, mais il y en aura quand même, d'accord? On va également parler de certaines industries ici, selon la vision que j'ai, d'accord? Donc, je vous rappelle que ceci ne reste que mon point de vue et non un conseil d'investissement et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.